Alors, je suis ici pour vous parler aujourd'hui des mécanismes cérébraux de l'effet antalgique ou antidouleur de l'hypnose, tel que nous l'utilisons en chirurgie à Liège. Alors, les travaux que je vais vous présenter sont le fruit d'une collaboration entre le Centre de recherche du cyclotron et les départements de neurologie et d'anesthésiologie du CHU Sartillement à Liège, en Belgique. Alors pourquoi est-ce que nous nous intéressons à l'hypnose? C'est parce qu'entre chirurgiens, en tant que cliniciens, nous utilisons l'hypnose comme traitement antalgique dans un contexte de chirurgie. Depuis 1992 à Liège, nous avons effectué des interventions sous hypnose à plus de 3300 patients dans un contexte de chirurgie sous anesthésie locale avec une sédation consciente minimale, donc à visée anxiolytique principalement, par une technique appelée hypnosédation. Donc nous utilisons pour cela une technique d'induction de l'hypnose standardisée basée sur la reviviscence, la remémoration d'un souvenir agréable dans lequel le sujet est absorbé pendant la réalisation de la technique chirurgicale. Alors, les indications courantes pour lesquelles nous effectuons ces opérations sous hypnose sont des opérations de chirurgie esthétique, telles que les opérations de cloison nasale, les rhinoplasties, des opérations de chirurgie mammaire, d'autres reconstructions chirurgicales au niveau du cou pour des cancers ou des traumatismes, beaucoup de chirurgie thyroïdienne, ainsi que différents contextes comme les greffes de peau. Nous utilisons également l'hypnose dans d'autres contextes comme la gestion de la douleur chez les grands brûlés et de la douleur chronique dans un contexte plus ambulatoire. Alors, quels sont les intérêts de l'hypnosédation et pourquoi est-ce que nous nous intéressons à l'hypnose comme outil clinique, comme alternative à l'anesthésie générale? Nous avons démontré que l'hypnosédation garantit le confort du patient durant la chirurgie, tout en diminuant le temps d'hospitalisation post-opératoire et donc l'impact socio-économique de l'hospitalisation pour le patient. L'hypnosédation comparée à l'anesthésie générale augmente également la satisfaction globale du patient par rapport à son intervention, notamment dû au fait qu'il a pris une part active. Cette technique améliore la convalescence chirurgicale et la douleur post-opératoire chez les patients opérés. Elle évite également les inconvénients d'une perte de conscience pharmacologique. Alors on pourrait penser que peu de patients sont susceptibles de bénéficier d'une telle technique. Nos études montrent que 85 à 90% des patients volontaires testés sont hypnotisables et peuvent bénéficier de la technique d'hypnosédation de manière efficace. Donc ça concerne une grande proportion des patients intéressés. Alors au niveau historique, l'utilisation de l'hypnose en chirurgie n'est pas nouvelle. En fait, la technique est utilisée depuis 1821 en chirurgie. Elle est tombée dans l'oubli avec la découverte de l'anesthésie chimique avec des substances comme par exemple le chloroforme ou l'éther qui se sont bien sûr par la suite fortement améliorées. L'hypnose a été considérée longtemps comme un état de sommeil au vu de ses racines grecques. En fait, dès 1949, on a démontré que les caractéristiques de l'activité électrique du cerveau, l'électroencéphalogramme, étaient cependant très différents entre l'hypnose et le sommeil normal. Et donc cet état semblait être effectivement très différent. Cependant, l'hypnose est difficile à définir du fait, d'une part, que la conscience humaine elle-même est difficile à définir. Et par ailleurs, les états de conscience modifiés sont donc également difficiles à préciser. Actuellement, l'hypnose est surtout considérée comme une expérience subjective rapportée par le sujet, qui a certaines caractéristiques que je vais vous exposer. Alors l'hypnose est un processus psychologique particulier, une aptitude naturelle, une potentialité innée de chacun. En fait, la personne qui est en hypnose n'est pas sous le contrôle de l'hypnotiseur, mais c'est plutôt la personne elle-même qui rentre dans le processus. Donc, c'est une démarche personnelle et active. L'hypnose est en fait un état que vous avez sans doute tous déjà expérimenté. Un exemple classique, c'est quand, par exemple, vous êtes dans le train, fortement absorbé par les pensées et que le monde extérieur n'est plus quasi plus perceptible, avec aussi une altération de la perception du temps. C'est un peu cet état-là qui est expérimenté. Alors les composantes de l'hypnose, on peut définir 3 composantes principales. Premièrement, l'absorption, qui est
l'importance du vécu interne du sujet et la distanciation par rapport au monde extérieur. Il existe également une dissociation. La dissociation est définie comme le fait d'être à la fois spectateur et présent à la scène. Il y a un petit problème avec le... Hop, voilà. Donc la dissociation, c'est le fait d'être à la fois présent aux événements actuels et d'y assister en tant que spectateur plutôt qu'acteur. Donc une sorte de dissociation de l'affect par rapport aux événements. Il existe également une suggestibilité, c'est-à-dire le fait d'être plus prompt à réagir aux suggestions des personnes, entre autres de l'hypnotiseur. Il existe également en hypnose une focalisation attentionnelle augmentée, c'est-à-dire que le sujet est beaucoup plus attentif et absorbé dans son vécu interne. L'accès à la mémoire est également facilité. On trouve donc une suggestibilité augmentée, comme je l'ai déjà dit, et certaines caractéristiques comme un jugement critique diminué et un raisonnement perturbé. Il existe également des modifications de la perception de soi ou de l'environnement. Donc la perception du corps est modifiée, comme par exemple l'impression de flotter dans l'espace. La modification de l'environnement est également modifiée au vu de l'interprétation de l'environnement en fonction du vécu interne, comme par exemple dans mon expérience, le bruit du scanner par exemple est interprété comme un élément du scénario que le sujet est en train de revivre. Il existe également une modification de la perception du temps avec une altération de la durée. Le temps passe beaucoup plus vite sous hypnose. Donc toutes ces caractéristiques définissent une expérience personnelle et agréable telle qu'elle est vécue en hypnose, qui peut être utile, comme nous le démontrons, par son application thérapeutique et antalgique. Donc il existe plusieurs théories du processus hypnotique de grands types. Ce sont les théories étatistes, premièrement, donc qui définissent l'hypnose comme un état particulier du cerveau, différent de la veille et du sommeil, correspondant à un fonctionnement mental particulier avec une diminution du jugement, du raisonnement ou de la volonté. Il existe également des théories, ce qu'on appelle anti-étatistes, qui considèrent l'hypnose comme un état de veille normale, résultat d'un jeu de rôle entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé, et qui n'est que l'illusion d'un état de conscience particulier qui serait créé par la suggestion. Alors pour tester entre autres ces hypothèses, donc est-ce que l'hypnose est un état mental particulier ou est-ce qu'il est simplement créé par la suggestion et n'est pas différent d'un état de veille normal? Nous avons utilisé des techniques d'imagerie cérébrale. Donc ici la tomographie par émission de positons, la TEP comme vous avez vu ce matin, pour étudier l'activité cérébrale des sujets à la fois au repos et en réponse à des stimulations, dans notre cas des stimulations douloureuses, comme c'est la question qui nous intéresse. Alors la première question, est-ce que l'hypnose correspond à un état mental particulier? Ici c'est une étude que nous avons réalisée en TEP où vous voyez l'activité cérébrale en état d'hypnose comparée à un état de veille normal. Et donc vous voyez ici, je vais montrer avec le pointeur, à gauche les aires cérébrales qui sont plus activées en état d'hypnose par rapport à l'état de veille normal. Il y a entre autres des régions occipitales, donc des régions visuelles comme vous avez vu ce matin, qui peuvent correspondre au vécu plus vivace de souvenirs au niveau visuel qu'expérimentent les sujets. Il existe également une activité augmentée dans le cortex singulaire antérieur, comme on l'appelle, on y reviendra plus tard, entre autres dans une région associée au vécu agréable. Ici à droite, vous avez les régions qui sont moins activées en hypnose qu'en état de repos normal. On trouve entre autres une diminution d'activité dans une région qui s'appelle le précuneus, qui a été impliquée dans le monitoring de l'environnement, l'attention à l'environnement. Il existe également une diminution d'activité dans certaines aires frontales qu'on peut mettre en rapport, par exemple avec la diminution de jugement critique et l'augmentation de suggestibilité qu'on trouve en hypnose. Donc ici, on voit des différences significatives, des différences qui existent entre l'état de veille normal et l'hypnose, et qui correspondent à certaines caractéristiques qu'on peut retrouver au niveau du rapport du vécu du sujet lorsqu'il est dans cet état. Alors on a essayé de comparer l'hypnose à l'état qui lui était le plus proche. C'est difficile de trouver une condition contrôle pour l'hypnose parce que c'est un état mental très particulier. Donc la condition contrôle la plus proche qu'on aurait pu trouver, c'est le rappel, la remémoration de souvenirs autobiographiques
tel un souvenir agréable, tel qu'on se remémore en hypnose, mais sans avoir effectué l'induction de l'hypnose elle-même avant. Et vous voyez donc ici à gauche toujours les aires activées en hypnose, et à droite les aires qui sont activées lorsque le sujet se rappelle des souvenirs. Et l'important à voir, c'est que ces régions en fait sont très différentes entre les deux situations. Et donc l'hypnose semble bien correspondre à un état de fonctionnement cérébral particulier. Ici, cette dia-ci, juste pour vous montrer d'autres études, une étude ici par l'équipe de Rainville, démontrant l'implication du cortex singulaire antérieur dans différentes composantes de l'état d'hypnose. Et ici, à droite, pour vous montrer que cette implication du cortex singulaire antérieur, la région ici, est relativement constante dans les études qui comparent l'état d'hypnose à l'état normal. Et donc, cette région semble très impliquée dans la génération de l'état hypnotique. Alors donc, ce qui nous intéresse en tant que clinicien, c'est l'effet intrinsèque que l'état d'hypnose peut avoir sur le contrôle de la douleur, son effet antidouleur ou antalgique. Alors l'hypnose n'est pas la seule modulation cognitive possible de la douleur, donc il existe d'autres processus psychologiques qui peuvent influencer le niveau de douleur ressenti par le sujet, notamment l'anticipation de la douleur. Si on anticipe, si on s'attend à avoir plus mal à un stimulus douloureux qui intervient par la suite, on va avoir des scores de douleur plus élevés que si on s'attend à ne pas avoir mal. Un autre exemple, c'est par exemple les émotions ou l'anxiété qui peuvent influencer l'attention qu'on porte au stimulus douloureux. Également, l'attention qu'on porte au stimulus douloureux peut influencer les scores de douleur. Si on fait plus attention au stimulus douloureux qui arrive, il sera ressenti comme plus fort. Donc nous avons comparé l'effet du processus hypnotique à l'effet d'autres méthodes de modulation psychologique. Ici, comparer l'effet de l'hypnose par rapport à la distraction, donc le fait d'être absorbé dans ses souvenirs de nouveau autobiographiques. Et vous voyez que l'hypnose, ici en bas, provoque une diminution très forte des scores de douleur des sujets par rapport à la condition de repos normale ou bien de distraction. Donc l'hypnose semble avoir un effet spécifiquement plus fort sur les scores de douleur. Ici, un autre exemple, comparant de nouveau le repos, une condition d'imagerie mentale, donc de nouveau de souvenir, et l'hypnose elle-même, où vous voyez, donc en gris, vous avez les scores de côté déplaisant de la douleur ou désagréable de la douleur, et en blanc, vous avez les scores d'intensité de la douleur elle-même. Donc les boîtes, ce sont la moyenne, et les barres, ce sont les déviations. Donc ce sont des scores de statistiques. Et ce qui est important de voir, c'est que l'hypnose a un effet à la fois sur la composante d'intensité de la douleur et sur son côté déplaisant. Donc l'hypnose va réduire de manière importante à la fois l'intensité de la douleur et son côté déplaisant par rapport à un état de repos ou d'imagerie mentale simple. Alors pour vous expliquer les modifications de réponse cérébrale à la douleur dues à l'hypnose, je vais d'abord vous rappeler brièvement le traitement cérébral des stimuli douloureux en état normal. Donc la douleur, c'est une expérience subjective et vécue à la première personne, qui a en fait plusieurs composantes. Elle a une composante sensorielle où l'intensité de la stimulation, et aussi une composante importante qui est la composante affective ou le côté souffrance de la douleur. Alors en réponse à la stimulation douloureuse, ce n'est pas une aire cérébrale qui s'active, c'est un réseau d'aires cérébrales qui sont impliquées dans ces différentes composantes, avec une certaine spécialisation que je vais vous montrer. Alors il y a d'abord... Voilà. Ici aussi pour vous montrer chez l'animal, qu'on a aussi démontré dès l'arrivée dans le cerveau, d'une certaine séparation du traitement cérébral de l'information entre les différentes aires impliquées. Entre autres, on décrit un chemin, donc un chemin neuronal qui est plutôt latéral, un système latéral impliqué dans la composante sensorielle, et un chemin médial, un réseau médial plus impliqué dans la composante affective ou désagréable de la douleur. Alors au niveau d'imagerie cérébrale
fonctionnelle donc de l'IRM, comme vous avez vu ce matin. On décrit des aires impliquées dans la composante sensorielle, l'intensité de la stimulation douloureuse elle-même. L'aire cérébrale la plus classiquement impliquée dans la composante sensorielle, c'est le cortex somatosensoriel primaire, de tous les stimuli, qui répond à toutes sortes de stimuli tactiles. L'activation du cortex somatosensoriel primaire n'est pas suffisante à elle seule pour arriver à une perception consciente du stimulus. Pour ça, il faut aussi l'activation d'aires associatives. Ici, vous voyez à gauche des aires pariétales et des aires frontales. Et ces aires sont impliquées dans l'attention qu'on porte au stimulus. Ces aires-là doivent être activées pour que le stimulus arrive à la conscience. On a enfin des aires qui sont impliquées dans l'intensité de la douleur elle-même, avec une aire importante qui est le cortex cingulaire antérieur. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il était fort impliqué dans l'induction de l'hypnose elle-même. Donc ce cortex cingulaire antérieur a été démontré depuis longtemps pour réagir à l'intensité de la douleur. Il existe également d'autres aires qui sont importantes dans le traitement de l'intensité et du côté affectif de la douleur. Ce sont ces aires-ci, une aire appelée l'insula, un cortex cingulaire antérieur périgénial qui est encore plus antérieur que l'autre, et une aire importante ici qui est l'amygdale, qui est impliquée dans la composante affective et également dans la réaction autonome, donc les changements de fréquence cardiaque ou de pression artérielle qui surviennent lorsqu'on a mal. Alors, en hypnose, on a démontré qu'il existe une interaction spécifique entre le cortex cingulaire antérieur et le traitement de l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que le cortex cingulaire antérieur, impliqué dans le côté affectif de la douleur, module les stimuli douloureux de manière différente et pourrait contribuer au changement de score douloureux, aux diminutions de score de douleur qui survient en hypnose. Donc une autre étude a démontré que ce cortex cingulaire antérieur non seulement module les stimuli de manière différente, mais présente également un dialogue différent avec un certain nombre d'aires cérébrales impliquées dans différentes composantes de stimuli douloureux. Et ici, entouré en rouge, vous voyez en particulier que le cortex cingulaire antérieur présente des relations modifiées avec des aires sous-corticales, donc au niveau du tronc cérébral et du thalamus, qui sont impliquées dans la régulation endogène de la douleur. Alors pour préciser les choses, nous avons effectué une étude en IRM, en résonance magnétique fonctionnelle, en utilisant un laser. Donc c'est un appareil qui délivre une stimulation thermique très brève au niveau de la main du sujet, avec des intensités douloureuses et non douloureuses. Donc aux intensités non douloureuses, c'est perçu comme une sensation de chaleur. Aux intensités douloureuses, c'est perçu comme l'équivalent d'un picotement, d'une piqûre d'aiguille. Donc ce que nous démontrons, c'est que ici vous avez les scores de douleur, à la fois en état normal, en rouge, et en état d'hypnose, en bleu. Et on voit que l'effet de l'hypnose au niveau des scores de sensation se marque surtout pour le range de stimulus douloureux, tandis que l'effet n'est pas différent ou statistiquement différent pour le range sensoriel. Donc l'hypnose semble intervenir spécifiquement pour la sensation de douleur elle-même plutôt que le processus global de stimuli tactile. Et ici, pour vous résumer un peu nos résultats, l'effet antalgique de l'état hypnotique. Voici donc les aires cérébrales activées en présentation d'un stimulus douloureux. Donc vous voyez ici, c'est plus dissocié, vous avez les aires fronto-pariétales attentionnelles de perception. Vous avez aussi les aires sensorimotrices pour l'intensité de la douleur et les autres aires impliquées dans le côté affectif de la douleur. Toutes ces aires-là sont présentes en éveil normal. Et qu'est-ce qui se passe quand on applique exactement les mêmes stimuli en état d'hypnose? Vous voyez ici une réduction considérable de la réaction du cerveau en réponse aux stimuli douloureux. Et ici, on voit uniquement l'activation d'aires frontales, on ne les voit pas très bien ici, et pariétales, impliquées dans la perception du stimulus. Donc vous voyez que l'hypnose bloque de manière considérable l'accès et le traitement des stimuli douloureux par le cerveau. Il existe également un effet régional spécifique de l'hypnose qu'on retrouve au niveau du cortex cingulaire antérieur, avec une modulation différente, et aussi de manière importante au niveau de l'amygdale, qui est à mettre en rapport avec le fait que sous hypnose, le côté affectif de la douleur est fort diminué, et on a également une modification des réactions autonomes, avec beaucoup moins de modification de la fréquence cardiaque. Par exemple, le cœur s'accélère beaucoup moins, et la pression artérielle s'élève également beaucoup moins en hypnose qu'en état normal, en réponse à des stimuli douloureux.
Alors comment est-ce que ça marche? On a maintenant un modèle, mais que nous sommes toujours en train de tester, pour expliquer la modulation spécifique de l'hypnose concernant les stimuli douloureux. On pense que les mécanismes qui sont en jeu sont des mécanismes étant donc en participation le cortex cingulaire antérieur qui va communiquer avec les aires du tronc cérébral que nous avons vu tout à l'heure, qui font partie du système de modulation intrinsèque du cerveau par rapport à la douleur et qui vont donc activer les systèmes antalgiques intrinsèques du cerveau afin de bloquer l'accès des stimuli douloureux aux aires de traitement cérébral de la douleur et ainsi diminuer l'intensité de la douleur. Voilà, alors en conclusion, ce que vous devez donc retenir de ce que je vous ai dit, c'est que l'hypnose, c'est une potentialité humaine innée. Donc c'est un processus qui est possible d'accès à chacun. C'est le sujet lui-même qui se met en hypnose et il est seulement aidé par l'hypnotiseur à rentrer dans cet état. Donc l'hypnose est une expérience personnelle, agréable et utile. Utile dans le sens qu'il peut être donc mis en jeu dans différentes applications, dont pour nous, de manière principale, le contrôle de la douleur. Donc, je vous ai montré son intérêt dans la pratique chirurgicale, ses avantages par rapport à l'anesthésie générale, ainsi que dans la gestion de la douleur chronique. Donc, nos études en imagerie cérébrale semblent montrer que l'hypnose correspond à un mode de fonctionnement cérébral spécifique et différent de l'imagerie mentale simple, et qu'il existe une interaction préférentielle de l'hypnose avec les zones cérébrales impliquées dans la composante affective ou désagréable de la douleur, et ce même sans suggestion antalgique spécifique. Alors ceci pour remercier tous les membres de mon équipe, en particulier le professeur Fémonville et Dr Steven Loreis. Et je vous remercie de votre attention.